Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir pour une nouvelle émission. Les martyrs sont revenus cette semaine. Le retour de ceux qui sont morts au combat n'est plus un rêve, mais bien une réalité. Comme l'avait si bien écrit le défunt Tahar Wattar, ils sont revenus après 170 ans à leur terre libérée. C'est une page historique qui est vécue depuis vendredi, jour de rapatriement des 24 restes mortuaires de nos résistants. Un retour qui coïncide avec le 58e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Toute une symbolique. Le dossier de restitution des restes et des crânes des martyrs de la résistance populaire contre le colonialisme français, conservé au musée d'histoire naturelle à Paris, a connu plusieurs étapes, depuis l'éclatement de cette affaire en 2011 jusqu'à ce que les démarches intenses de l'Algérie aboutissent avec l'annonce jeudi dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du rapatriement effectif de cette partie de notre mémoire. On reviendra sur la genèse de cette opération, mais également sur les démarches entamées par le comité scientifique désigné pour mener les expertises. Nous accueillons sur ce plateau, je commencerai d'abord par monsieur Mohamed Belhi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste auteur, vous avez écrit notamment sur la bataille des Aatcha. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous accueillons également monsieur Brahim Snoussi. Vous êtes auteur, je pense que vous êtes un peu à la une de l'actualité ces derniers jours. C'est un peu grâce à vous que la pétition que vous aviez lancée a été entendue sur le rapatriement de tous ces ossements de nos valeureux martyrs. Merci. Professeur Rachid Belhadj, bonsoir. Vous êtes chef de service de médecine légale au CHU Mustapha et le président du comité scientifique d'expertise des restes humains et écrivain. Merci d'être avec nous ce soir pour nous raconter un peu comment a été menée toute cette opération. Et puis nous avons également avec nous monsieur Foued Soufi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, archiviste et chercheur au CRASC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous, messieurs, sur ce plateau. Avant d'entamer le débat, je vous propose de revenir dans ce sujet sur le retour de nos martyrs sur leur terre libérée cette semaine. Avec la restitution des restes mortuaires de 24 chefs de la résistance populaire, la France est mise face à la partie sombre de son histoire. Un pan qui n'a rien d'honorable et qui en dit long sur la farouche résistance à laquelle elle s'est heurtée dès le début de la colonisation. Les restes de ces héros martyrs ayant subi les pires violences, car pour pousser encore plus loin le crime, l'armée coloniale est allée jusqu'à porter atteinte à l'intégrité de leur corps en les décapitant. Les restes de ces héros martyrs étaient relégués au rang de prise de guerre, réduits à de simples numéros conservés dans des boîtes que la France s'est refusé de restituer pendant des décennies. Chérif Boubarla, Cheikh Bouziane, Moussa Darqawi, Aïssa Al-Hamadi, Mohamed Ben Allel, Ben Mebarak et tous les autres membres et figures de proue de la résistance populaire qui ont à armes inégales tenu tête à un adversaire beaucoup plus puissant, faisant que leur nom reste à jamais gravé dans la mémoire collective, accentuant de fait le crime absolu contre l'humanité commis par l'empire colonial que cette restitution met aujourd'hui une deuxième fois à nu. L'usage et le recours à la violence par la France comme un moyen jugé efficace pour contrer toute velléité de révolte populaire qui laisse aujourd'hui encore perplexes les chercheurs en psychologie. Le nombre de restes mortuaires d'Algériens conservés dans le musée parisien s'élève à 536. Ils proviendraient de toutes les régions d'Algérie. L'anthropologue Ali Farid Belkadi, qui a soulevé en 2011 la question des crânes après des recherches au musée, déplorait alors que ces derniers soient calfeutrés dans de vulgaires boîtes cartonnées. Constituant une des principales revendications de l'État algérien sur la question de la mémoire, la restitution des restes des 24 résistants algériens à l'invasion et la colonisation française, conservés depuis plus d'un siècle et demi au musée d'histoire naturelle de Paris, n'est qu'un juste retour des choses, un devoir de respect sacré envers les pionniers de la lutte contre l'oppression coloniale française. À ce jour, la partie française ne fait pas montre d'une réelle volonté de clore ce dossier définitivement. Il le faudra bien pourtant. La génération actuelle et celles qui lui succéderont demeureront attachés à la demande de restitution de toutes les archives nationales détenues par la France et se rapportant à plusieurs périodes de notre histoire, comme l'a souligné Abdelmadjid Cheikhi, conseiller auprès du président de la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale. On revient sur le plateau pour parler de ce fait inédit, ce fait historique. Monsieur Brahim Snoussi, je commencerai par vous. Racontez-nous d'abord votre sentiment. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu que ces 24 restes mortuaires de nos martyrs ont été rapatriés chez nous, dans leur pays, après avoir lancé, je rappelle, une pétition en 2016 qui a été très largement médiatisée et reprise par de nombreux historiens? Alors, un sentiment évidemment de bonheur intense, indescriptible. Je concède d'avoir versé quand même quelques larmes que je n'ai pas pu retenir.
Et je sais gré à toutes les personnes qui ont signé cette pétition, parce que c'est à eux que l'on doit aussi cette sortie de ce bonheur. Et je m'endors avec à l'esprit l'idée que les martyrs, ces martyrs malheureux, ne sont plus très loin, ils sont juste à côté. Et ils ont enfin reçu, ils ont eu la possibilité maintenant de retrouver le repos de l'âme, d'accord ? Et puis une sépulture avec tous les honneurs. digne, avec tous les honneurs. Et je trouve que tout de même la cérémonie a été assez belle. Vous avez tous les quatre certainement suivi toute cette cérémonie. Monsieur Mohamed Belhi, vous qui êtes écrivain, journaliste, vous avez fait de cette bataille, la bataille de Zaatcha, un de vos opus. Vous avez écrit d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce qu'a repris un peu Monsieur Snoussi, qu'ils peuvent un peu avoir le repos du juste aujourd'hui pour Cheikh Bouziane notamment. C'est le sommet du juste pour Cheikh Bouziane évidemment et pour les autres, pour Mohamed El Mjad. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Professeur Belhadj, avant d'en arriver au côté scientifique que vous avez représenté lors de cette opération, on sent beaucoup d'émotions. Est-ce qu'il faut avoir vécu ce 5 juillet 1962 pour l'avoir ressenti de la manière dont vous la décrivez ? Parce que vous aussi, vous nous racontiez le moment où vous avez découvert ces ossements au musée de l'homme à Paris. Vous avez été submergé par l'émotion. Est-ce qu'il faut y avoir vécu
cette période, pour l'avoir ressentie de cette manière? Je suis de la génération de post-indépendants, je suis né en 63, je suis issu de l'école algérienne, de l'université algérienne. Effectivement, lorsque ils m'ont donné cette mission de présider cette commission, elle était multisectorielle, des cadres algériens, des affaires étrangères, la défense, les archives, des anciens moudjahidines, des historiens. Là, en étudiant le dossier, c'était une démarche, un mandat pour répondre à des questions un petit peu complexes et particulières. Mais lorsqu'on s'est déplacé, au moment où ils nous ont ouvert le coffre, ils étaient là, devant nous, croyez-moi, j'ai senti une impression comme un souffle de l'histoire, comme une vague de l'histoire. On dirait que ces héros-là nous ont dit Dieu merci, les Algériens sont venus. Donc il y avait un engagement moral, une grande responsabilité, je l'ai senti quand est-ce. Le jour où l'avion a atterri, j'ai eu la chance d'être parmi la délégation qui a ramené l'écran. Je tiens à remercier nos responsables qui m'ont désigné en tant que président de la commission et d'assumer jusqu'à la fin cette mission. Sur laquelle j'ai vu la manière que l'État algérien a préparé leur enterrement, tout ce qui a été suivi. Là, j'ai pesé, j'ai dit, Dieu merci, j'ai assumé et j'ai assuré mon engagement vis-à-vis de ces personnes-là. Et c'est un devoir de tout citoyen algérien, de toute université algérienne. Et je l'ai dit aussi que c'est vrai, c'est la fête de l'indépendance, de la jeunesse, et aussi c'est la fête des intellectuels algériens. Que de l'université algérienne. C'était 100% cadre algérien. Que l'État nous a fait confiance quand même. Il y avait une complémentarité, comme l'a dit mon maître. Effectivement, parfois dans certains dossiers qui sont suspendus avec la France, on a beaucoup négocié, on a beaucoup parlé, mais le résultat, on l'a fait en tout un silence total, c'était le secret absolu. On a tout fait, on a même travaillé pendant la période de Covid en France, on a tout fait, il est resté quand même, on avait la peur de l'obstacle justement juridique. Et Dieu merci que la diplomatie algérienne, le président de la République... Il fallait une volonté politique forte pour justement aboutir à cela. Le travail scientifique tout seul n'était pas... Parce que vous le dites, il y avait absence de loi sur le rapatriement des clair. enfants. Nous, on s'est pas arrêté, on s'est dit ça fait rien, on prépare le dossier scientifiquement, techniquement, juridiquement sur tous ces aspects. Et j'avais même pensé à la symbolique, on n'allait pas ramener quand même une tête dans une petite boîte. Oui. On avait tout prévu, nous avons la symbolique du corps chez nous. Oui. On leur a offert justement une cérémonie, une grandiose cérémonie dans le respect de notre religion, de nos traditions. C'était vraiment émouvant. C'est le plus beau cadeau dans ma carrière professionnelle, c'est d'avoir participé et assisté et tenu surtout mon engagement. Il y avait ce sentiment, vous n'avez pas vécu l'indépendance, mais il y avait ce sentiment de nationalisme, oui, de patriotisme. J'en ai vu une vidéo, c'était le 6 juillet 66, lorsqu'ils ont ramené, Boumediene a ramené l'émir Abdelkader Al-Ahmou, c'était émouvant. Mais l'assister avec 24 martyrs, parce que le nombre 24, le chiffre 24, il est issu des résultats de cette commission mixte. On va rentrer dans les détails sur ça, mais... S'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait peut-être des millions de personnes à voir la baie d'Alger venir les avions. Oui, la cérémonie a dû être pour cela limitée aux officiels. Monsieur Snoussi, est-ce qu'on pourrait revenir rapidement sur la genèse de cette opération ? Comment elle a débuté? Bon, on sait que c'était en 2011 qu'elle avait été annoncée par M. Ali Farid Belghadi, qui avait découvert lors de sa recherche au musée. Puis vous avez lancé cette pétition en 2016. Alors je l'ai fait parce que Belghadi avait fait une pétition en 2011. Oui. Et sa pétition, peut-être que le moment n'était pas venu, ou alors... bref, cette pétition n'a pas marché. Elle n'a pas eu d'incidence sur la population. Et du coup, j'ai décidé de lancer une pétition, une nouvelle pétition. Alors, j'ai connu un certain nombre d'intellectuels français que j'ai remerciés comme il se doit, bien sûr, qui m'ont beaucoup aidé. Il faut le dire. Permis de relayer aussi l'information. Qui ont relayé le message et qui ont demandé personnellement à plusieurs de leurs proches de voter, de signer la pétition. Et ça, c'est un mouvement qui les honore. Et puis, j'ai connu aussi une journaliste communiste qui s'appelle Rosa Moussaoui. Je ne sais pas si vous la connaissez.
Elle est d'origine algérienne. Et je lui ai demandé, comme une faveur, elle rencontre plein de gens, de demander aux gens, parmi les gens qu'elle rencontre, des personnalités, etc., de leur demander de signer la pétition, de mettre la pétition sous leurs yeux et de les inciter à signer. Donc il faut commencer comme ça, hein, bien sûr. Oui. Ça ne commence pas comme ça tout seul. Et du coup, on a eu un petit frémissement comme ça qui montait doucement, très doucement, franchement. Et puis il y a eu une envolée. À un moment où quelqu'un qui s'appelle François Gèze, vous le connaissez sans doute. Le directeur des éditions Découverte. Je ne m'aventurerai pas sur sa personnalité, son parcours, etc. C'est pas le sujet. Mais lui, il a toute une cour autour de lui, ce monsieur, et il a fait donner sa cour complète. Et donc, on était à peu près à 2000 signatures. Ridicule, franchement, un peu pour un début. Quand même. Mais quand même. 2000 C'est ridicule. Pour avoir un poids, pour peser, pour pouvoir peser. Au vu de ce qu'on va demander, c'est ridicule. Tu n'arrives pas avec 2000 signatures pour dire rendez-moi mes crânes. C'est pas possible. Il faut arriver avec 300 000 et encore, on ne l'a pas eu tout de suite. Non. Et du coup... Non, monsieur Soufi, n'y croyez pas à cette pétition, au poids de la pétition. Je rends hommage à ces 2000 personnes. Elles y ont cru. Oui. Voilà, c'est peut-être pas beaucoup, mais s'il n'y avait pas eu de répondants quelque part, s'il n'y avait pas eu de pétition, eh ben on n'en serait pas là. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Ben oui, c'est ce qu'il faut dire. C'est très exactement ça. Et donc, du coup, on a reçu, j'ai été assailli, comme ici, par des journalistes, des machins, etc. Ça venait de Turquie, ça venait de... Je ne sais pas pourquoi. Ça a été très médiatisé. Ça a été médiatisé d'une manière incroyable. Incroyable, j'étais vraiment surpris, étonné. Et donc, presque toutes les radios françaises, pratiquement tous les journaux télévisés, avaient un morceau consacré à cette demande, des gens qui la trouvaient extraordinaire et des gens qui disaient « oh, bon, c'est rien du tout », etc. Mais enfin, ils réagissaient. Et du coup, ça a germé dans l'opinion. Et l'idée que quelque chose se préparait et qu'il ne fallait pas être hors du coup. En France, il y a quelque chose qui se passe d'ailleurs en ce moment. C'est l'histoire de la relation à l'autre, la relation au noir, la relation à l'arabe, la relation... Et puis, les gens cherchent, pas seulement les Français, les gens cherchent à savoir qui, parmi ces magnifiques statues, mérite d'être déboulonnés. Et ils en trouvent plein. Alors, ils ne les ont pas déboulonnés. Enfin, ils n'ont pas encore commencé un travail de déboulonnement. Dieu merci. Dieu merci. Parce que, moi j'ai été convaincu par mon ami Gilles Mancheron qu'il ne fallait surtout pas enlever ces statues. En fait, je lui ai dit ça parce que je rentrais d'un voyage à Nantes. Et à Nantes, sur les bords de l'Erdre, il y a une série d'hôtels particuliers très cossus, très riches. Et dans ces hôtels particuliers, sur le fronton, il y a une tête de nègre. C'est-à-dire que cet hôtel particulier dit le fait que s'il est là, c'est grâce à la traite négrière. L'importance de ce rattachement au passé. Bien sûr, à la traite négrière. Et donc moi, mon premier mouvement, qui n'était pas très intelligent, c'est de dire il faut enlever cette saloperie de ce... Et lui, il m'a dit non, parce que si tu l'enlèves, ben, tu enlèves la mémoire de ça. Parce que c'est ça qui témoigne de la traite négrière. Il faut le laisser là où il est. Et même si le propriétaire s'avise de l'enlever, il faut l'en empêcher, au besoin. Et je suis tout à fait d'accord avec cette histoire. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avancer, de regarder vers l'avenir, hein, c'est de connaître d'abord son passé. Absolument. Et puis, tout ça, je pense, c'est une bataille. C'est une bataille, en fait. Mais c'est une bataille pour un réarmement moral en Algérie. Nous sommes désarmés moralement. Quand vous regardez nos rues, les têtes des gens qui les traversent, nos jeunes, leur allure, leurs envies, ce qu'ils se disent, c'est un échec. Franchement, c'est terrible, c'est terrifiant. D'où l'importance de ce legs historique. Mais bien sûr. Et le fait que ces jeunes-là
font partie de ceux qui sont enflammés. C'est formidable, ça veut dire qu'ils attendaient ça. Oui. Donc ils n'étaient pas dans une posture totalement inerte. Ils attendaient que quelque chose se passe. Et quelque chose s'est passé. Et ça, franchement, mais ils l'ont pris. Je n'ai jamais vu des gens autant souriants, autant à Mascara, de fierté. dans cette petite ville de Mascara, avec un sentiment de fierté que cette fois-ci. Fierté, d'appartenance, d'une même identité. De retrouver du sens, de retrouver du sens. Oui. Nous manquons de sens. Oui. Alors, je reviendrai avec vous, M. Belhi, rapidement avant, pour comprendre pourquoi c'est si important aujourd'hui le rapatriement de ces 24 ossements des restes mortuaires. Comment d'abord ces ossements ont atterri dans le musée de l'homme à Paris? Ça a été une bataille, un véritable massacre mené par le colonisateur français qui a décapité ces têtes pour les emmener comme un trophée et les entreposer dans leur musée. Bien sûr, il n'y a pas que d'une barbarie qu'on a sans précédent. décapité les têtes. Je pense que le professeur Belhaj est mieux placé pour qu'il nous parle un peu des crânes qui étaient entreposés dans le musée. Mais par rapport à la bataille de Zaacha, justement, c'est la première fois que l'armée coloniale était confrontée à une guerre des oasis. Si bien qu'à un moment donné, pratiquement, il y a eu plus de 2000 morts côté algérien. Surtout, ça a impliqué les populations des Ibans, et plus que les Ibans, parce que ça concernait aussi le versant sud des Aurès, la région des Ouled Naïl. Et c'est pour vous dire que ça, c'est important de le signaler, c'est que ce n'est pas une révolte spontanée. C'est comme quand vous lancez un caillou dans une rivière, il y a l'impact, puis à un moment donné, il y a des cercles concentriques qui se forment. C'est ce qui s'est passé pour dire que tout était lié. Depuis 1830, pratiquement, moi je fais toujours une liaison entre la réunion de l'os, enfin des 22, avec l'assemblée des religieux, enfin des chefs de la Mitidjan. À leur tête, il y avait les chefs de Kheshna, Khamis Kheshna et Ben Zamoum, au fort de Tamentfoust, le 23 juillet 1830. C'était en réaction à la colonisation française. Donc il y avait un lien. Puis il y a eu des révoltes un peu partout, d'abord à la Mitidjan, et puis ces fameux cercles concentriques se sont étalés, que ce soit, c'est comme des ondes de choc, que ce soit dans l'ouest, en Algérie, en Kabylie, et avant l'insurrection de Cheikh Bouziane, il y a eu d'abord Boumaza, c'est-à-dire Mohamed Ouda, c'est-à-dire Boumaza, même s'il a eu à la fin un parcours différent par rapport à Mohamed Lemjed. Mais ce qui est intéressant, c'est ce patriotisme rural, parce que derrière le discours, enfin la guerre, c'était au nom de la religion, mais c'est surtout au nom de la protection de la terre. Et c'est ça qui est important. Je voudrais un peu rappeler, il y a une étude qui a été faite en 2000 par une Américaine, c'est Clancy Julia Smith. Elle avait fait une étude sur Cheikh Bouziane, mais avec plein d'informations, mais la conclusion, il y a un côté défaitiste. Elle dit que pratiquement, à partir de 1851, les populations, les chefs religieux avaient compris qu'il fallait s'accommoder avec la présence française, ce qui était faux. Puisque, en témoignent les massacres. Puisque juste après 1849, enfin, il y a eu d'abord Boumaza, Zaacha, ensuite il y a eu Fatma Msoumer, et puis à un moment donné, les généraux français, je parle du général Herbillon, c'est un sanguinaire, c'est l'auteur du massacre de Zaacha, on pensait que l'administration coloniale avait pensé que ça y est, on était venu à bout de l'insurrection de Zaacha. Et alors que le feu couvait pratiquement, le feu était dans la cendre pratiquement, et en 1875, il y a eu l'insurrection de l'Amri. Donc il y a une suite de ces cercles concentriques inscrits à l'intérieur du pays et dans le temps, dans la durée. Et l'insurrection de l'Amri, c'est toujours dans la région des Ibans, était la suite logique de l'insurrection de Cheikh al-Muqrani en 1871. Donc ces cercles concentriques voulaient dire qu'il y avait une unité
une unité au nom de l'islam, au nom de la protection de cette terre sacrée. Il y avait les gens ne se battaient pas de manière dispersée. Il y avait une liaison. La preuve, Cheikh Bouziane était un des... Il y a toujours eu le refus du colonialisme. De l'émir Abdelkader. Et le combat, à un moment donné, le combat de l'émir Abdelkader, il s'était adressé, il disait à un moment donné, il s'adressait aux populations Kabaïl Titri et Kabaïl Djurjura. Donc il y avait un sentiment national. Bon, on n'était pas encore à une prise de conscience qui s'est manifestée à travers les partis politiques au début du XXIe siècle, à travers les partis politiques. Mais là, les Zaouïas avaient joué un grand rôle, les confréries religieuses... Puis il y avait une volonté de peuplement de la part du colonialisme, d'éradication. C'est-à-dire que là, la réaction a été... Au début, c'était une réaction. D'ailleurs, je prendrai l'exemple, la première réaction. La première réaction, c'est que, d'abord, le général de Bourmont avait trahi la parole qu'il avait donnée, le Amen, au Dey de Hussein. Parce que quand on lit les 6 articles que contient... enfin, ce n'est pas le traité de capitulation, c'est la convention. C'est la convention entre le général Bourmont et son Altesse, le Dey Hussein. C'était précisé qu'on ne toucherait pas aux biens, à la religion et aux populations. Alors, je vais un peu accélérer dans le temps. Ils ont fini décapité pour revenir un peu à notre sujet d'actualité. Juste après, pratiquement, la mosquée Ketchoua a été transformée en cathédrale. Pour ne prendre que cet exemple-là. Donc pratiquement, il y avait cette unité entre les différentes tribus algériennes, même si la France, à un moment donné, avait profité de cette division entre l'émir Abdelkader et Ahmed Bey. Bon, voilà. Alors vous n'arrivez pas à... voilà. Enfin, vous n'êtes pas arrivé à cette barbarie perpétrée par le colonialisme français qui a fait qu'aujourd'hui ces ossements atterrissent... Pour la barbarie, je pense que aujourd'hui, comme il y a eu une pétition pour demander la restitution des restes mortuaires, je pense qu'aussi les intellectuels algériens, parce que l'Algérie est un pays francophone, le deuxième après le Canada, je pense qu'il faut qu'on demande aux dictionnaires, enfin aux contributeurs du dictionnaire Larousse et le Robert, d'introduire le terme enfumade. Oui. Ça, c'est ce qui viendra après, je pense, parmi les autres objectifs de reconnaissance. Parce que, je vais vous citer l'expression, à un moment donné, ce que disait le général Bugeaud, en 1845, il avait dit ces gredins qui se retirent dans leur caverne, il faut leur appliquer ce qu'avait fait Cavaignac au Sbahia, c'est-à-dire qui les avait enfumés. Dans les monts du Dahra. Il faut les enfumer à outrance comme des renards. Vous voyez un peu, c'est les chambres à gaz. Alors, M. Soufi, est-ce que c'est ces formes de barbarisme aujourd'hui qui bloquent un peu dans la restitution de nos mémoires? Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à faire face à son passé? Il y a un sentiment de culpabilité? Non, c'est que depuis un certain temps déjà, les problèmes psychanalytiques des Français m'intéressent, mais ils sont secondaires pour moi par rapport à nos problèmes à nous. Et à nous de faire les démarches? Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de démarches. Les démarches, je les fais ici, avec nos responsables, avec nos jeunes, avec notre population. C'est-à-dire quand je vois... Il faut qu'il y ait une volonté également de notre État. Ça, la volonté, on n'y peut rien, c'est de la politique. Mais quand on voit, j'ai participé avec Mostafa Abdelrahman à un film sur les enfumades. Donc je suis venu en parler. Il y a déjà un gros problème par rapport à la grotte. Peut-être que... elle est en train de s'effondrer. Maintenant, le niveau de l'eau qui a creusé cette grotte, il est inférieur à la grotte. Elle s'est effondrée, on ne peut plus entrer. Non, on n'a pas intérêt à rentrer. Moi, quand j'y étais, on n'avait pas intérêt à rentrer. Mais pourquoi? Parce que l'APC s'était dit, voilà, il y a un site ici, ça va nous ramener des touristes, et ils ont fait passer une route. Mais pour creuser pour faire la route, il fallait des camions, etc. Non, mais ce qu'on a fait, les jeunes, ils ont cru bien faire. Ils ont ramassé les eaux, ils les ont mis dans des sachets, et ils sont partis les enterrer. Maintenant, les traces, si j'ose dire, c'est à vous d'en parler, pas à moi, mais enfin, ça ne sert plus à rien. On les a changées, on les a
retirés du sol où ils étaient. Bon, voilà pourquoi il ne fallait pas toucher. Ensuite, je le dis un peu partout, oui, il y a le problème des archives, mais on a un problème avec l'archéologie et avec les archéologues. C'est à eux à creuser. Oh, l'archéologie actuellement, d'abord l'agence d'archéologie a été biffée, on a créé une sorte d'office, parce que dans nos têtes on croit que les touristes vont venir, donc on va leur préparer le terrain. Mais M. Soufi, aujourd'hui, la problématique qu'on pose aujourd'hui, c'est la restitution de notre mémoire, de notre passé qui a été volé, qui a été pris comme des trophées par le colonisateur français. Mais notre mémoire, elle est encore sous terre, en Algérie. Oui. Que doit-on faire? Quelle sera la prochaine étape aujourd'hui? On doit la considérer comme, un geste, comme tout le monde l'a dit, mais cela n'absout pas pour autant les crimes. Ah, ça, certainement pas. Et les historiens français qui étaient honorablement connus et avaient d'excellents... Les premiers dénonciateurs de ces crimes, ça commence par être des hommes politiques et des historiens français. C'est pas nous. Oui. Il faut être clair là-dessus. Hein. Comment qu'on a su cette histoire d'enfumade? Ça, c'est parce que certains officiers, certains soldats voyant ce massacre, ils ont réagi. D'où l'importance de recueillir les témoignages des témoins du passé. C'est par leur témoignage et c'est arrivé jusqu'à l'Assemblée nationale française. Ça a fait un débat. Et le débat, il a tellement porté que Saint-Arnaud, il écrit, il ne faut surtout pas dire ce qu'on a fait. Il a fait pire. Parce que si les soldats de Pélissier, enfin ceux qui restaient un petit peu de place dans leur cœur, ont finalement arrêté la fumée, ils ont dégagé, ils ont laissé sortir ce qui restait. Mais Saint-Arnaud, lui, il a emmuré, d'où un nouveau barbarisme, si j'ose dire dans les termes, les emmurades. Les emmurades, oui. Bon, ça, il risque pas de rentrer dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire. Et c'était donc c'était pire que les enfumades. Et c'était pas loin. Et, chut, disait Saint-Arnaud, il faut surtout pas le dire, ou sinon... C'est un peu à ce niveau-là qu'il y a des difficultés de reconnaissance que le colonialisme français a pu perpétrer des massacres sans nom, un crime contre l'humanité. Il ne faut pas oublier aussi que cette armée d'Afrique qui débarquait, c'était une armée de brigands. Ils sont venus piller. Et pour piller, ils tuaient. Ils tuaient des personnes qui n'avaient pas pour eux le statut d'être humain. Ensuite, il ne faut pas oublier ce qu'était la science, et notamment l'anthropologie, je crois qu'on appelle l'anthropologie physique à l'époque. Ces thèses racialistes, la différenciation des races, les blancs en haut et les noirs en bas, et dans les autres... bon, et nous qui n'étions ni blancs ni noirs, nous étions marrons, on nous disait, vous êtes les traînards. Le Maghreb, c'était le pays des traînards. De la civilisation, de l'homme blanc. Nous sommes les traînards. Nous sommes blancs, oui, avec plusieurs nuances de blanc, mais enfin, et ça a été écrit en 1927. Ça n'a pas été écrit en 1830. Pendant un siècle encore, il y avait cette idéologie. Et cette idéologie racialiste, hein, elle a été appliquée, par les Allemands, en Namibie actuelle, avec les peuples héréros. Et ce qui a été fait, si on a coupé la tête, décapité nos héros, il y a des dessins, je crois, qui sont dans ton bouquin. On voit les têtes sur des pics. C'est dans ton livre qu'on les trouve? Oui, c'est partout. Hein? Là où il y avait le fils de Béziers. Non, je veux dire qu'il les a reproduits. Il les avait reproduits. On les voit. Mais les Allemands, ils ont fait encore... c'est normal. Ils sont toujours plus intelligents que les autres. Ils ont fait bouillir les crânes par des femmes héros, les crânes des héros. C'est-à-dire qu'elles ont bouilli les crânes de leurs pères, de leurs frères, de leurs fils, etc. Il fallait enlever toute la peau et tous ces crânes ont été envoyés en Allemagne. Mais là, on est en 1901. Déjà ici, c'était un peu plus dur parce que... C'est plus récent. Oui, alors là, les héros, c'était même pas des hommes. Ouais. C'était de grands singes. Nous, comme l'ont dit beaucoup d'historiens, bon, mais il y a une civilisation ici.
Il y a une civilisation. Regardez, je ne vais parler que de la Casbah. Regardez que la Casbah, il faut être génial pour la faire. Puisque toutes les maisons, on reçoit du soleil et voit la mer. On n'a aucune maison. L'autre, il leur dit, mais attention, vous êtes en train de mettre les chemins de fer le long des oueds. Mais regardez comment font les Arabes. Ils sont toujours là-haut. Ils savent ce qui se passe quand il pleut. Oui. Quand il pleut, le petit oued que vous voyez vide, il se transforme en torrent. Mais attention, et c'est cela que vous traitez d'ignare. Alors, professeur Belhadj, pour vous redonner la parole sur cette expérience scientifique extraordinaire que vous avez eu à vivre, il y avait en tout 536 restes mortuaires. Vous avez dû faire un véritable travail de recherche, d'analyse. Comment est-ce que ces 24 résistants ont été identifiés? Comment ont-ils conservés? Racontez-nous un peu en quoi consistait votre travail. Pour compléter ce qui a été dit par mon collègue concernant le transfert des crânes de l'Algérie vers la France, c'était l'ère de la naissance de l'anthropologie physique. Oui. Et c'était les médecins militaires, les chirurgiens militaires. Il y avait même, on a retrouvé leur nom. Vital, exactement, de fusiliers, et qui exerçaient à l'hôpital Mayou. Certains, et il y avait des chirurgiens militaires qui exerçaient aussi à Solozela. Et c'était la période de l'anthropologie. Et aussi, c'était la période de la phrénologie. Et le comble, c'est que la société de phrénologie française, elle est née à l'université d'Alger, pas loin de nous, c'est la faculté de médecine d'Alger. Elle est née, les premiers, c'était une théorie purement raciste sur l'involution du cerveau, etc., du kabyle, de l'arabe. Et aussi, il y avait... est plus petit que le cerveau de l'autre. Exactement. Il y avait aussi un trafic. Donc il y avait les militaires. Et il y avait une stratégie aussi militaire. La cause décès. Soit vous êtes décapité comme exécution, on a trouvé des traces de certains martyrs, les deux Algériens de Guelma, qui ont assassiné, disaient qu'ils ont assassiné un officier. Et on a même il y avait des dessins, des écrits sur leur exécution. Donc ils ont été décapités par la guillotine. Et certains, surtout au cours des batailles, l'armée française, comme stratégie, après les décès de Bouzienne, il décapitait en post-mortem la tête. Voilà, et en plus, il l'exposait. Ce que disait un historien. Non, il ne s'arrêtait pas là. Il l'exposait dans les marchés publics. Le marché public, en 1850, c'était le Facebook. Oui. Tous les agents, c'est l'endroit, tout le monde est au courant de tout. Exactement. Pour effrayer. C'était un trophée. Exact. Donc il y avait une stratégie. Elle est semblable au terrorisme qu'on a vécu nous. Évidemment. Donc il y avait une stratégie de terroriser la population. Alors comment vous avez pu identifier, justement, après, c'est les chirurgiens militaires. Et de récupérer la tête, ils appliquaient les mêmes procédures que je suis en train de dire. Donc ils mettaient la tête dans de l'eau chaude et ils décalotaient complètement. Ils enlevaient la chair et ils l'exposaient au soleil. Ce qui était plus grave, même, il faut le signaler, ça c'est important pour être juste. Ce que les chercheurs français qui entrent avec nous, le comité d'experts, il y avait un légiste, un Froment qui était avec nous, il y avait des experts français, c'était une autre génération. Oui. Il y avait une collaboration parfaite et personne n'acceptait l'idée de se dire qu'est-ce qui se passe. Certains jeunes chercheurs qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie se disent c'est quoi ça? Il faut le dire. C'est-à-dire un barbarisme sans égal. Et il y avait aussi ce qu'on appelait les pilleurs de temps. Les pierres de tombe, donc ils récupéraient, ils creusaient dans des cimetières, c'était des caveaux familiaux. Donc ils vendaient des têtes, des crânes. Et la mission devenait plus complexe pour nous. Vous deviez séparer des résistants des... connus. Voilà. Et il y avait des têtes comme ça à ramasser suite à un trafic. Donc il fallait l'expertise. C'est une mission très complexe et pour corriger, on a été mandaté pour expertiser, pour être juste. Oui. On a expertisé pour expertiser 44 crânes. Ce n'est pas le chiffre. De 24. C'est 44 crânes. Et on avait installé la commission scientifique mixte, du côté algérien et le côté français, avec leurs experts, leurs historiens, avec leurs moyens, le musée de l'homme et de la nature. C'est pour la symbolique des choses. De l'autre côté aussi, du côté algérien, nous avons ramené nos experts, des archivistes, des spécialistes de traitement des documents, des historiens, un groupe d'anthropologues, de légistes, des radiologues, des spécialistes de l'ADN.
Et on a commencé d'abord, surtout, à établir une certaine méthodologie. Vous ne pouvez pas, parce qu'en tant que scientifique, notre souci, toute expertise, elle est sujette à des discussions et de remise en question de ses résultats. Et sachant que nous, par tradition musulmane, que ces têtes-là, ils allaient être enterrés. Qui dit enterrés, dégradés. Donc il fallait garder un patrimoine génétique pour des études ultérieures. Ce qu'on l'a fait. Nous avons pratiqué des scanners surfaciques. Ce n'est pas les scanners, c'est des scanners surfaciques pour reconstituer, d'avoir 1000 paramètres. Oui. Nous avons utilisé toutes les technologies modernes. Et parmi le lot de là, il y avait 4 têtes momifiées. Et on avait aussi des difficultés, c'est qu'il y avait des têtes qui appartenaient à des sociétés savantes, telles que la société d'anthropologie, elle existe à ce jour, et la société de phrénologie. Et il y avait bien sûr des têtes qui appartenaient au musée. Donc il fallait gérer tout cela et faire un lien important entre les déclarations des historiens, les documents qu'on a retrouvés. On est allé même, nos chercheurs sont allés même vérifier les billets d'écrou d'un chef kabyle au niveau de l'île de Guyane. Alors vous aviez déclaré que derrière chaque ossement, il y avait une grande histoire que vous découvriez à chaque fois. Il fallait rechercher. On cherchait même, m'excusez, le musée de l'homme et de la nature a une histoire aussi. Bien sûr. A une histoire, donc on a vérifié depuis la décapitation, c'est des événements, jusqu'à son passage, ça a rentré au musée. Aussi, il y a toute une histoire qui a duré parfois plus d'un demi-siècle. 80 ans à peu près. Exactement. Oui. Pour certains cas, Dr Vital a gardé chez lui pendant presque 20 ans dans sa villa à Constantine. On est allé même vérifier, il est enterré à Constantine. On est allé même vérifier là où il habitait, bon, ça a disparu. Puis son frère qui a ramené les crânes à travers un bateau, on a eu la traçabilité du bateau, qui à partir du port de Annaba, on est allé même vérifier au port d'Alger, au port d'Azophone. Vous avez remonté tout le fil de l'histoire. Il y a une traçabilité des registres. Ce qui était dramatique, parfois, nous sommes surpris avec leur historien, on a eu le cas d'une tête, d'une petite fillette, qui a été transportée dans un tonneau. Il y avait une tortue, poule et la tête. Incroyable. Vous avez cette symbolique. Donc on avait géré aussi le côté déontologique et éthique. Ah oui. Voilà, en l'absence d'une loi, vous avez joué sur ce paramètre. Sûr. Et au début, lorsqu'on a adopté une méthodologie, il fallait signer un protocole. De dire, c'est bon, on doit respecter ce protocole. Et on ne va pas y revenir sur des questions. Sachant pour nous que ce n'est pas des crânes qui ont été retrouvés comme ça par hasard. C'est des crânes, vous nous avez dit, c'est des crânes d'Algériens. Oui. Donc il fallait suivre certains raisonnements et être aussi prudent. Il y a des considérations politiques, juridiques, et éthiques aussi. Oui. Donc la mission, il y avait des cas qui étaient bien documentés, tels que l'Emdjid était bien documenté. On est allé même à ses origines, les drapes. Oui, parce que lui, il a quand même sévi beaucoup en Kabylie, donc les traces... Et pour rajouter à l'histoire, on a, en tant que légiste, on a fait un scanner, j'ai vérifié même, il y a même sur ces blessures, il y a une histoire. Il était effrayé, on l'appelait le bord. Il avait un problème dedans? Non, il avait une grave blessure au niveau de l'œil droit. Ah oui. Il avait une grave blessure et il s'est dit, à un certain moment, il disait que j'étais l'imam al-Mahdi. Et les tribunes ont dit, écoutez, comment vous avez dit, je suis l'immortel, vous avez été blessé grièvement. La réponse était que j'étais touché par une balle en or. L'histoire. Et on a retrouvé... La légende, plus exactement. Ouais, et on est allé, même on a pensé en tant que scientifique, vu la gravité de la blessure et les phénomènes inflammatoires qui se sont développés, des exostoses, etc., on s'est dit sûrement il s'est blessé en hiver. Et effectivement, avec des historiens, il s'est blessé en hiver, et l'hiver est protégé généralement contre l'infection. Ben, quand l'histoire se mêle à la science, c'est tout ce que vous avez pu vivre. Pour un cas, oui. pour un cas,
on a fait des études avancées de voir est-ce que la décapitation a été faite en antémortem, post-mortem. Alors il nous reste très peu de temps, messieurs, le débat est passionnant, je sais, mais il faudrait peut-être passer à une autre question. Je fais allusion, vous avez dit Cheikh Lemdjid, c'est important aujourd'hui de l'appeler par son nom et pas par Cheikh Boubarla, voilà, comme ça a été et ça, c'était la politique donné. française. Voilà, c'était pour déculturation, d'enlever toute affiliation, voilà encore cette volonté de massacrer et de raser tout un peuple. Alors, je voudrais revenir avec vous, messieurs, encore sur cette problématique de qu'est-ce qu'il faudra faire à présent. Continuer à demander la restitution de notre mémoire. Monsieur l'archiviste, les archives, monsieur Soufi, qui vous avez fait partie aussi d'une commission pour la demande de l'ouverture de ces archives. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Vous avez fait partie dans un autre monde. Oui, en 2009. Il y a une 39. Non, c'était bien avant. Tout, justement. Dieu m'en a préservé. Dieu m'en a préservé. Racontez-nous un peu comment ça se passe. Dans les années 80, oui. D'accord. 80, j'ai eu... Ça remonte à loin quand même, et pourtant, encore, aujourd'hui, les archives sont toujours inaccessibles. Ah, ben oui. Mais enfin, bon, il y avait quand même des cadres des affaires étrangères et un directeur, etc. Et puis, il fallait des archivistes. Ben, on s'est retrouvés à 2 ou 3, propulsés tout d'un coup en première ligne. Non. Ce que je sais, c'est ce qui s'est passé en 2009. En 2009, il y a eu un accord. Enfin, un accord. Il y a eu un procès-verbal d'une réunion. Je ne vais pas aller plus loin dans le... Alors, je vous demanderai, excusez-moi, par manque de temps, d'aller un peu rapidement. Voilà. Alors, ce jour-là, 6 mars 2009, les Français ont fait des communiqués triomphalistes. Ça y est, l'Algérie accepte. Après combien de temps peut-on accéder à des archives historiques? Ah non, les archives historiques, il y a une loi. Oui. Donc il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des archives qui ont quitté le sol algérien et qui se sont retrouvées à Aix-en-Provence. Oui. Bon. Les Français nous ont dit, tout ce qui est avant 1830, c'est à vous. On vous le rend. Donc on a applaudi, on a reçu, Giscard d'Estaing est venu, etc. Donc, et puis 20 ans plus tard, en 1995, voilà que le directeur général des Archives nationales assiste à une rencontre internationale à Washington, et puis en discutant entre un thé et un café, il apprend que tout n'a pas été, des archives d'avant 1830 n'ont pas tout été rendues. Résultat des courses, ce directeur a sauté. Pas le nôtre, hein. Oui, de l'autre côté de la Ça a été ça la conclusion, quand on a dit non, mais il reste... Bien. Maintenant, la réclamation de notre pays jusqu'à 2009, et j'assume ce que je dis, ce sont, l'Algérie réclame les originaux. C'était un cas d'école au niveau de l'archivistique internationale. Oui. Il y a aussi des lois internationales qui appuient ces décisions. Des principes internationaux. Oui, principes. Des principes. Parce que chaque pays... Et il y a un conseil international des archives qui conseille. Et donc, jusqu'à présent, jusque vers 2000, nous étions en position de force. Parce que même les archivistes français, en réalité, aujourd'hui, ils disent ouais, c'est pas, ça vous appartient pas, c'est l'État français en Algérie, donc c'est français. Bon, mais il y a des principes archivistiques internationaux qui disent que ça reste les archives restent dans le territoire où elles sont nées. Et ces archives n'ont de sens que parce qu'elles ont été produites en Algérie par un État qui n'est pas tout à fait l'État français. Et voilà que j'en suis maintenant convaincu. En 2009, on a accepté de ne prendre que des copies. Et quand on sait qu'est-ce que ça veut dire copier des archives, on n'est pas sorti de l'auberge. Peut-être qu'en 3009, on aura terminé. Ça veut dire qu'il faudra reprendre les négociations ah mais ça maintenant, à zéro, les Français, et que cela nécessite encore une volonté politique. Les Français peuvent dire, voilà, il y a un papier, vous avez accepté. Mais je dis quand même tout se renégocie. que ce qu'accepte un fonctionnaire n'est pas ce qu'accepte l'État. Oui. Et un mois après de cet accord, il y a eu un communiqué du ministère d'ANA, ministère des Affaires étrangères, qui dit « Nous réclamons toujours nos archives ». D'accord. Un
mois après, le président qui était président en 2009 Il faudrait peut-être lancer une pétition, monsieur Soufi. A dit la même chose. Non? Il Pardon? faudrait peut-être lancer une pétition. Ça marcherait? Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Alors, on arrive un peu au terme de l'émission. Je vais vous donner le dernier mot, le mot de fin pour conclure cette émission. On a parlé des archives, des ossements qui restent. Il y a encore beaucoup de biens à réclamer aujourd'hui. La restitution de notre mémoire, de notre passé à la liste disparue, des martyrs sans tombe. Aujourd'hui, il faut continuer pas à pas ces démarches pour le legs générationnel, pour la génération future. Absolument. C'est important. Bien sûr qu'il faut continuer. On ne va pas s'arrêter là, franchement. C'est pas possible. Je parlais de réarmement moral. Ce réarmement moral, on peut le constituer en arrachant ce à quoi nous avons droit. Voilà, tout s'arrache, hein, rien ne se donne, tout s'arrache, rien ne se donne naturellement. Donc il faut plus que jamais ne pas lâcher le morceau. Ça, c'est clair. Je voulais juste raconter une petite chose qui peut paraître anecdotique, mais qui ne l'est pas. En Algérie, avant l'arrivée des Français, vu de France, l'Algérie, c'était un pays de barbares, de machins, etc. Et on sait maintenant qu'en Algérie, avant l'arrivée des Français, il y avait des écoles qui fonctionnaient, il y avait un enseignement qui se donnait, souvent un enseignement exigeant, etc., etc. Et cet enseignement pouvait se faire parce qu'il y avait les biens hbous qui assuraient la paye des instituteurs, des professeurs. Et quand la France est arrivée, en 1843, très précisément, ils ont vu qu'il y avait des machins, biarbous, etc. Ils ont compris ce que c'était et que ces biarbous servaient à... Ils finançaient aussi le maintien des cimetières et la construction des mosquées, par exemple. Mais ils ont vu aussi que ça constituait... C'était une école, en quelque sorte, qui pouvait peut-être leur donner du tort, leur faire du tort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nationalisé les biarbous. Et donc, du jour au lendemain, les Algériens qui n'ont plus d'école sont devenus cet homo algérianus que nous avons sous les yeux tous les jours. Et cet homo algérianus, moi je suis persuadé qu'il est le produit de cet arrachement. On est passé d'une école qui fonctionnait à un hiatus, un gouffre. Il y avait cette volonté de destruction. Mais complètement. Oui. Mais évidemment. C'est comme Monsieur Belhay, un dernier mot, s'il vous plaît. C'est comme la Tachfiniya qui a été détruite à Tlemcen, qui était l'équivalent d'une université comparable un peu à Qarawin ou bien à Azhar. Pour revenir à propos d'archives, ce qui est intéressant, c'est que c'est un détail, parce que les revendications sont énormes. Mais puisqu'il y a eu une restitution du crâne Cheikh Bouziane, autant aussi qu'on nous restitue la correspondance qu'il y avait entre Cheikh Bouziane et les autres insurgés, les autres résistants. Il y avait un courrier échangé, parce qu'à un moment donné, il y avait un siège. Résistant, hein. Voilà. Oui, enfin, insurgé ou résistant, c'est pratiquement la même chose. Donc il y avait un échange entre Cheikh Bouziane et les autres résistants, et c'est intéressant d'avoir cette correspondance qui est en France. Très bien. Professeur Belhadj, vous comptez mettre par écrit toute votre expérience, en faire profiter pourquoi pas, il a partagé surtout avec mes collègues. Vos collègues, la mission n'est pas encore terminée, il nous reste encore vous comptez encore, voilà. Il nous reste 7 l'expérience n'est pas encore finie. à expertiser et un devoir moral. Oui. Sachant qu'il y a quand même des résistants aussi de la bataille de Zaatcha, qu'il faut les réclamer aussi. Et on n'a pas le droit maintenant, peut-être aussi les générations qui vont venir à réclamer tout ce qui reste comme bien matériel et immatériel de la Chine. Absolument. Ça, c'est pour aussi. Mais Dieu merci, ce qu'on a vécu le 3 juillet, date symbolique importante. Ce n'est pas le hasard pour que les gens... Là, j'attire, vous permettez de rendre un hommage à la diplomatie algérienne, aux affaires étrangères, à les cadres. Il y avait les 2 ambassadeurs, le premier et le nouveau. Nos cadres ils ont joué un rôle quand même très important. Ça fait inédit, hein? Bien sûr. Voilà. Mais Dieu merci, les Algériens ont retrouvé le sourire et la joie par l'histoire, pas par le football. Exactement, c'est magnifique. C'est important. Merci pour cette... Monsieur Soufi, on a dépassé le temps, là on me dit qu'on est à 1 heure de temps, on a dépassé un dernier mot rapidement sur l'importance que vient de rappeler professeur Belhadj. C'est un premier pas. C'est de réunir le peuple autour d'une histoire, de son histoire.
Ah oui, mais ce n'est pas d'unifier, uniquement aujourd'hui. Il va falloir Oui. continuer à travailler. Il va falloir continuer à travailler. Il faut qu'il y ait des revues. C'est pour ça que la question, évidemment, de la publication de ces travaux est importante. Oui. Il faut qu'il y ait d'autres revues. Il faut qu'on reçoive d'autres revues. C'est-à-dire qu'il faut que les archives... Que l'histoire revienne aux historiens? Oui, il faut que les archives... Bon, je ne partage pas le point... Dépolitiser l'histoire? Oui. Comment? C'est pas évident que l'histoire revienne aux historiens. Non, d'abord, c'est pas vrai. Il ne faut pas qu'elle revienne aux historiens. Mais il faut que les historiens puissent travailler. Parce que ce à quoi on insiste aujourd'hui, c'est justement que les historiens, le travail que font les historiens ne circule pas. Alors, on a évidemment d'autres spécialistes, etc., et notamment nos amis journalistes, qui écrivent, mais nos amis journalistes écrivent très vite. Tandis qu'un historien, ce qu'un journaliste écrit en une journée, lui, il met un mois et demi, 2-3 mois. Hein, et il pèse ses mots, il cherche ses sources. Mais il faut ouvrir. Oui, voilà. Pour moi, cette joie et tout ce qui s'est passé depuis le 3 juin, c'est un clignotant qui s'allume, comme ceux de votre studio. Ça veut dire bientôt, on va faire la même chose pour les archives, Inch'Allah. C'est-à-dire que les archives qui sont en Algérie vont être ouvertes aux citoyens. Je ne dis pas aux historiens, aux citoyens. Comme cela a été fait, oui. Aux citoyens. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à notre débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Le mot de fin sera très court puisque nous n'avons plus le temps, nous avons épuisé tout notre temps. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie, au revoir.